Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio distancé, j'ai avec moi André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Hey, bonjour Claudia. Bonjour tout le monde. Et puis, Greg et Olivier sont pas là. Eux, ils travaillent sur un spécial F-35, exact? Oui, c'est ça, exactement. Chacun nos trucs. Chacun nos trucs. Ouais. Nous, on va parler d'affaires, d'économie, de finances. C'est ça. Exactement. Bon, Qu'est-ce qui se passe? En fait, quels sont les impacts de la COVID sur l'industrie? Ouais, tu ris parce qu'ils sont quand même très importants. Donc oui, c'est un hors-série parce qu'on sait que ce sujet-là peut ne pas intéresser tout le monde. On veut donner l'information à ceux que ça pourrait intéresser. Donc, ne vous gênez pas pour le faire suivre à votre collègue, ami, grand-mère qui se pose des questions sur mais qu'est-ce qui se passe avec le trafic aérien et la production aéronautique? Oui, et en fait, c'est ça. Et ça change rapidement. Mm-hmm. Et vous allez voir, j'ai des tableaux que j'ai inclus dans la présentation, que j'ai révisé hier comme étant « ouais, OK, c'est correct, je le garde, il y a une petite différence, mais c'est pas grave. » Et entre hier soir et ce matin, il est arrivé encore des... Et il est caduc. Il est caduc, complètement caduc. Bon, enfin, on va essayer de vous donner... Dans le fond, c'est une photographie de, à l'instant même, qu'est-ce qui est vrai. C'est ça, comme disent les sondeurs, hein, c'est un portrait à un instant réel, ça veut pas dire que ça va être ça demain, hein. Absolument. Ben donc, commençons directement par ça. Qu'est-ce qu'on... Tu sais, dans le fond, on était dans des hauts jamais imaginés au niveau du trafic aérien. On prévoyait des hauts ou des hausses quasi perpétuelles. Je veux dire, pour les 20 prochaines années, on prévoyait des hausses en fait, sans relâchement. Historiquement, l'industrie du transport aérien a toujours doublé le nombre de passagers transportés à tous les 15 ans. C'est presque comme un métronome, et ça, malgré les récessions. Ouais. On a presque toujours été doublé. Mais quand il y a eu des récessions, le rebond a été tellement intense que ça a compensé. Exactement. Alors, juste pour donner un exemple, au début de l'année, on était à près de 20 000 vols par jour. Ouais. Okay. On a descendu à peine un peu plus de 5 000 au début du mois d'avril, mars. Et ce 5 000 vols-là volaient avec un taux d'occupation anémique. Là. Il n'y a presque pas de vols qui se sont faits au-delà de 20 % de taux d'occupation. Mais quand même, là, compte tenu des circonstances entre toi et moi, 25 % des vols restants, je trouve déjà ça pas pire. Oui. Là. On compte beaucoup de cargo là-dedans. Il y a beaucoup de cargo, puis comme il faut le dire, le taux d'occupation était bas. Au niveau du nombre de passagers transportés, là, on a chuté d'à peu près 95 % au niveau mondial. Oui, OK. La Chine était en avant, OK, on s'entend, la Chine, la chute drastique s'est faite au mois de février, et le début de récupération, évidemment, en Chine, s'est fait avant. Ouais. OK? Maintenant, il faut comprendre que l'industrie du transport aérien, comment elle est répartie dans le monde, ben, l'endroit numéro 1 dans le monde pour le transport des passagers, c'est encore les États-Unis. Selon les données de 2018 que je vais vous donner, là, je vais faire une petite parenthèse. Normalement, dans l'aviation, au mois de juin, on a les mises à jour de l'IATA et de ces organismes-là sur les données de l'année précédente. Cette année, on n'a eu aucune mise à jour. Distanciation sociale, difficulté de travailler, tout ça fait que la publication des documents est retardée. Donc, on va presque toujours travailler avec des statistiques de 2018. Ouais. Au besoin, je vais spécifier quand c'est du 2019 ou plus actuel. OK? Comme là, le tableau que j'ai sorti sur le nombre de vols de passagers, ça, c'est actuel. C'est du suivi actuel fait par la compagnie Cirium, qui est une compagnie qui fournit des données de la statistique en aviation et en transport aérien. Cirium, c'est la filiale de Flight Global. OK? Donc, vous pouvez, quand je fais référence à Cirium, vous pouvez trouver ces statistiques-là. D'ailleurs, sur leur site, c'est des statistiques qui sont en source ouverte. OK? Donc, on disait, transport aérien, 890 millions de passagers aux États-Unis en 2018. Ouais. OK? Le plus proche en arrière, c'est la Chine à 700 000. Et après ça, vous tombez le Royaume-Uni à 300 000. Mais en fait, l'Europe, à elle seule, tous les pays d'Europe n'arrivent plus ou pratiquement plus à rejoindre la Chine en ce moment en termes de niveau. Alors, quand on a passé les 3 premiers, là, on tombe, après le Royaume-Uni, on tombe rapidement en bas de 100 millions de passagers par année. OK? Donc, mais ça va avec la population. Là. Ça va avec la population, la situation. Le niveau de vie, tout ça, ouais. Exactement. Donc, si on veut, après ça, regarder un petit peu, on a parlé de la Chine, deuxième pays du monde. J'ai un graphique qui vient toujours de chez Cirium et qui est pour l'année en cours.
qui donne le nombre de vols cédulés, le nombre de vols qui ont lieu, puis les vols qui ont été annulés. OK? Et on constate que la Chine est revenue à peu près à 70%, 60 à 70%, peut-être même 80% du nombre de vols d'avant la pandémie. Maintenant, on n'a pas les statistiques sur le taux d'occupation des vols. Nous sommes en Chine. Une compagnie chinoise qui se fait dire par le gouvernement chinois, tu voles. Tu voles, même si t'es vide, c'est tout. Et on se doute bien que l'industrie du transport aérien chinois, le gouvernement va soutenir cette industrie-là à tout prix. Mais de toute façon, il doit y avoir tellement de cargo. À l'interne de la Chine, là, juste promener ça entre les régions puis les hubs. Étant donné qu'ils ont eu besoin de répondre à une demande mirobolante en termes de matière d'équipement de protection personnelle et que c'était le pays, tu soulèves un point intéressant. Il y a dû y avoir beaucoup de cargo. Et c'est probablement pour ça que le gouvernement chinois a forcé les compagnies à voler. On en a parlé un petit peu dans notre épisode, dans un des épisodes récemment, de la question du transport régional. Quand c'est une propriété de l'État ou une quasi-propriété de l'État, le transporteur, c'est clair qu'on considère le transport régional comme un actif de développement économique et même à la limite un besoin essentiel. Oui. Donc, la Chine est en position de gérer ça de cette manière-là. Donc, au-delà de la question du besoin, comme tu le dis, ils n'ont pas de raison de ne pas supporter cette industrie-là pour 8 raisons différentes. Supporter leur population, supporter la reprise économique, puis même maintenant, encourager leurs producteurs locaux. Oui, absolument. Alors, c'est ça. Donc, mais tantôt, quand on va parler de constructeurs aussi, on va parler de Comac puis des avions fabriqués en Chine, on va se rendre compte qu'un petit peu, les données sont un petit peu biaisées par rapport aux autres fabricants puis à ce qui se passe ici en Occident. OK? J'ai hâte de voir. Oui. Ben, pas de données biaisées, mais les faits ou l'intervention de l'État fait que ça biaise un peu, en faveur d'ailleurs des Mais industries. de toute façon, même niveau zéro, on n'est vraiment pas sûr que ces statistiques-là sont fiables. On n'est pas sûr, ça demeure la Chine. Donc là, continuons un petit peu sur le trafic. Donc, en Chine, ça se maintient relativement compte tenu des circonstances. Tu sais, parce que malgré des arrêts assez agressifs dans certains endroits de 2 mois avec rien qui bouge, on est quand même à 75% actuellement sur le printemps. C'est impressionnant. Qui d'autre? En fait, avant d'aller dans les autres marchés, si tu veux, je vais faire un petit crochet. Qui voyage? Qui voyage. Et voilà. Pourquoi? Alors, là, j'ai des tableaux qui viennent de l'Organisation mondiale du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme, qui est une agence de l'ONU, des Nations unies. Donc, c'est un organisme reconnu. Et la répartition des touristes, ou des vols, ou des gens pas des vols, mais des déplacements, on a, en fait, 13% c'est de la clientèle affaires. OK? On a 27% qu'on appelle les VFR. OK? Là, ça, c'est ceux qui voyagent présentement, hein, André? Non, ça, c'est ceux qui 2018. voyagent. 2018, données de 2018, merci. C'était les données de 2018, parce qu'on va se rendre compte que 2020, c'est plus ça. Là. OK, parfait. Donc au départ, autour de 15% de voyageurs d'affaires? Ouais, 30, regarde, vas-y, 15, 30, puis 55. 55 de touristes? De tourisme. OK. Du vrai tourisme. Le 30%, c'est comme on disait, visiting, VFR, en passant, ça veut dire dans le tourisme, visiting friends and relatives. Ça peut être aussi pour des raisons religieuses, les pèlerinages, entre autres. Ça tombe là-dedans? Oui, le pèlerinage à la Mecque, ça tombe là-dedans. Puis, raison de santé, soit que tu vas te faire soigner, soit que tu vas voir quelqu'un qui est malade, ces choses-là. OK? Et on a 55% de touristes purs et simples. Ouais. L'endroit dans le monde où il va le plus de touristes, ben à 60%, c'est l'Europe. L'endroit du monde où il provient le plus de touristes, l'Europe. Deuxième endroit, l'Asie. Là, dans ce cas-ci, on discrimine pas la Chine puis le restant du continent asiatique. Okay? C'est tout pris ensemble. Donc, c'est ça la réalité aussi, c'est que les voyages vers l'Europe aussi, donc les vols transatlantiques sont très importants. Parce que non seulement les Nord-Américains vont beaucoup en Europe, mais il y a beaucoup d'Européens qui viennent en Amérique du Nord aussi. Donc, ce sont des données importantes à comprendre pour dire quels sont les impacts dans telle région puis dans telle autre région. Qu'est-ce que ça fait? Quand on apprend, par exemple, que les Européens se font interdire de voyager vers les États-Unis, on sait que ça va avoir des impacts majeurs. Et en tout cas, on en parlera, ça pourrait en avoir aussi sur le Canada, ça. Bien sûr. Parce qu'on est géographiquement à côté. Mais puisque
on fait quasiment partie du point de vue aérien, en tout cas, on ferait presque partie d'une région des États-Unis. Oui. Là, c'est un peu ça la structure. Oui. Les gens passent souvent par New York pour venir au Canada, des choses comme ça. Ça va être... Alors, en ce moment, avec la résurgence des cas aux États-Unis, c'est clair qu'en Europe, on se déconfine. Maintenant, est-ce qu'on va considérer le Canada comme partie des États-Unis ou pas? C'est clair que là, les mesures, les interdictions d'entrée, de voyagement entre le Canada et les États-Unis vont être importantes pour le futur d'Air Canada, entre autres. Ouais. Et ça n'a pas l'air bien parti avec ce qu'on voit aux États-Unis actuellement. Là. Et ça, regarde, il y a une tendance forte, là. Là, les gens, là, parlez-moi pas de complot, de théorie, il y a une résurgence et ça a un effet. Ce matin, ce matin, on a mis la main sur de l'information de première main sur le ralentissement de la demande aux États-Unis. Parce que aller à partir du mois d'avril, durant le mois de mai cette année, jusque de tout le mois de juin, la demande aux États-Unis avait commencé à récupérer. On avait récupéré, on était revenu à 31% de la demande par rapport à l'an passé. OK? Quand même. Et à peu près 23-24% des revenus. Ouais. On s'entend, il y a plus de passagers, mais ça paye moins. On s'en venir une petite... Ouais, tu sais, la clientèle affaires est plus là, donc les revenus sont pas aussi bons. OK? Donc, il y avait une reprise. La classe affaires est moins pleine, la première classe est moins pleine. La dernière statistique qu'on a date du 2 juillet. Donc, les réservations avaient recommencé à baisser. OK? On s'entend qu'on est rendu, aujourd'hui, on est le 8, donc 6 jours plus tard, la résurgence se confirme. Là, commence à se pointer une réaugmentation du nombre de décès. Ça risque d'être un été extrêmement difficile pour les compagnies aériennes. Et là, je répète, le plus gros marché de transport de passagers, donc les plus grosses compagnies aériennes au monde, les plus gros acheteurs de produits, d'aéronautique, tout ça, sont aux États-Unis. OK? Absolument. L'impact de la résurgence de la COVID-19 aux États-Unis est plus importante que n'importe où ailleurs dans le monde en ce moment. Bien, ils ont un marché intérieur qui est énorme, d'habitude. Oui. Déjà, ça va se calmer, c'est sûr. Oui. Parce que certains États vont probablement reconfiner, sans compter que même si c'est pas interdit, ça ne tente pas nécessairement. Là. Ben, c'est ça. En ce moment, il n'y a pas de limitation de déplacement. Pour l'instant, non, effectivement. À l'intérieur des États-Unis, il n'y a pas vraiment... Il n'y en a pas vraiment eu non plus jusqu'à maintenant. Il y a New York, New Jersey, je pense, qui imposent. Exact. Mais c'est pas très respecté d'après ce que j'ai pu comprendre. Un peu dur à suivre et à appliquer, tu sais. Donc, il n'y a pas eu de restriction. Et pourtant, les gens arrêtent. Ils arrêtent de réserver, ils ne veulent plus. La résurgence est très forte dans 3 États américains. On a la Floride, le Texas et la Californie. Oui, dont 2 très gros hubs touristiques. Ces 3 États-là, c'est 27% de la population américaine. OK? Maintenant, si vous voulez suivre ce qui se passe aux États-Unis, j'ai trouvé quelque chose de fort intéressant. L'aéroport de Hartsfield-Jackson à Atlanta, en Georgie. OK? Je vais vous donner des statistiques sur cet aéroport-là, c'est hallucinant. 103 millions de passagers en 2019. OK? Premier aéroport mondial en termes de passagers transportés. OK? C'est le numéro 1. Mais si tu compares juste le trafic international, il se classe même pas dans les 20 premiers. OK? Hartsfield-Jackson à Atlanta est à 2h30 de vol d'à peu près 80% de la population américaine. De Atlanta... C'est comme le perfect hub. Le perfect... Ah, tu dis, c'est le hub des hubs. Ouais. C'est 103 millions de passagers. Regarde ça, là, c'est 11% des passagers transportés. Fait que quand tu te demandes comment rentabiliser tes routes transatlantiques et même transpacifiques, tu t'installes dans un hub comme ça où tu es capable de feeder tes lignes internationales? Tu peux pas avoir... Aux États-Unis, tu peux pas avoir d'opération continentale rentable sans passer par Atlanta. Quand même, hein? Tu as New York, Chicago, Détroit, Philadelphie, Boston, Miami, Dallas, Houston. Après ça, il y a Colorado. Donc, toutes ces villes-là sont à 2h30 plus ou moins. Ça peut être 3 heures, ça peut être... on se comprend. Mais c'est 80% de la population. C'est là que se font le plus grand nombre de vols. Il y a résurgence des cas de COVID-19 là. Il y a déjà eu, en mars et en avril, à un moment donné, il y a des ATC aux États-Unis, des tours de contrôle ou des zones de contrôle qui ont fermé durant la nuit parce qu'il fallait nettoyer. Il y avait eu des cas de COVID-19.
Atlanta ne peut pas fermer. Tu viens de foutre par terre tout le réseau. Le problème, c'est... Y compris le transport de marchandises. Et voilà, parce que c'est le hub central. Donc là, c'est vraiment... J'ai Donc, des aux statistiques... États-Unis, ça va pas bien. Oui, et j'ai pas été capable. Normalement, on a des statistiques à peu près à tous les mois du nombre de passagers qui passent à Atlanta. Ben, dans les aéroports américains, il y a un site. D'ailleurs, je pense que c'est un des derniers liens qu'on va mettre avec l'épisode, là. Il y en a un, c'est les données de la FAA sur le transport de passagers aux États-Unis. Il y a plein de statistiques là-dedans. Puis les statistiques sur les aéroports n'ont pas été mises à jour. Donc, les dernières qu'on a, c'est celles du mois de mars. Mais si tu as de la misère à fonctionner, tes données, c'est comme secondaire, j'imagine? Oui, j'imagine. Oui, exactement. On voit le même problème aussi. Montréal-Trudeau met plus ses données à jour. Il y a plusieurs aéroports aussi canadiens qui ne le font plus. S'il y a du monde qui m'écoute, là, puis qui sont capables d'avoir des données plus récentes, a.alors@lesailesduquebec.com, merci beaucoup, j'apprécierais. Absolument. Donc, ça, c'est on ne sait pas dans quel état va être le transport aérien américain au mois de septembre. Est-ce que la vague va effectivement disparaître dans les prochaines semaines ou elle va se prolonger, puis ça va être pire que c'est, puis ça va être, au niveau économique, encore plus difficile que ça l'est maintenant aux États-Unis? Là, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Oui, on ne sait pas, c'est pas ça la question. La tendance semble pointer que oui, mais on ne le sait pas. De toute façon, tu ne remplis pas tes vols internationaux 3 semaines à l'avance. Là. C'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, alors déjà américains... Le reste de l'été est fini. Les autres, ils savent déjà où ils s'en vont. Ouais. Ils ont déjà une bonne idée. United a rempli ce qu'on appelle la Formule 8K aux États-Unis pour dire qu'ils ne rencontreront pas leur objectif puis que ça va pas si bien. Tu sais, ça va pas bien. Là. Et ça va continuer de mal aller pour les compagnies aériennes aux États-Unis. Je vois pas. Faut pas oublier que toute l'aide gouvernementale aux États-Unis a été structurée pour le court terme. Oui. On s'attendait à ce que la crise soit terminée ou se termine à l'été puis qu'après ça, on soit en reprise pendant toute l'automne. Là, un U, un V, tout ça. Là. On avait beaucoup tablé sur le V aux États-Unis. Et voilà. Et c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'enligne. Si c'est pas ça qui se produit, ça va prendre un deuxième programme d'aide pour les compagnies aériennes parce qu'en septembre, on se retrouve, c'est la fin des programmes d'aide. Et on se trouverait en pleine campagne électorale. Ça va être très facile à négocier tout ça. On sait tous combien les républicains et les démocrates s'entendent bien aux États-Unis. Alors, ça risque, ça va ajouter un élément absolument... l'instabilité, là on met l'approche de l'élection, là, c'est comme de mettre de la nitroglycérine sur de la poudre à canon, là, tu sais. Je trouvais que c'était relax, de toute façon. Aïe, aïe! OK. Donc, alors, ça, c'est les États-Unis. Oui, ça, c'est les États-Unis. Puis, regarde-moi, là, si ça va bien, 40 à 45 % du volume par rapport à l'année passée. Si ça va mal, on tombe à 5-10 %, OK? Super. Ouais, regarde. OK. Et ouais, passons à l'autre gros marché, la Chine. La Chine. Bon, écoute, la Chine, rapidement, comme je le disais, c'est un marché à une dynamique un peu atypique. Mais c'est quand même une grosse population. Ouais. Même à 2-3 % de croissance de la population, ça fait beaucoup de monde. Moi, je m'attends... C'est une grosse classe moyenne. T'as pas besoin d'avoir une grosse part de marché ou un gros pourcentage de gens qui voyagent pour que les chiffres soient mirobolants quand même. Et voilà. Et avec les interventions gouvernementales là-bas, regarde, je ne vois pas de problème. Sérieusement, s'il y a un marché qui va être moins affecté, c'est eux autres. Oui, il est beaucoup plus robuste qu'ailleurs, c'est clair. Beaucoup plus robuste. Ils ont régler leurs problèmes à l'interne. OK? Ils l'ont d'une bonne ou d'une mauvaise façon, c'est pas ça la question. Là. C'est réglé. Ça va, l'économie intérieure va reprendre. La Chine, par contre, c'est au niveau des vols internationaux que ça va être un problème. Est-ce que, par exemple, rendu au mois de août, septembre, quand l'Europe va progresser dans son redressement de l'épidémie, de la pandémie, les compagnies européennes vont vouloir ouvrir des liaisons internationales avec la Chine, entre autres, qui est un marché important. Et là, est-ce que la Chine va pas imposer des conditions? Oui, mais si vous venez chez nous, vous devez bloquer, vous devez pas aller aux États-Unis parce qu'on veut pas que des passagers américains transitent par l'Europe pour venir en Chine. Ça serait une façon légitime de le voir, puis je vois pas que la Chine s'en priverait de le faire. Surtout pas compte tenu des sanctions actuelles. Non. Regarde, il y a...
En fait, politiquement, puis économiquement, il n'y a aucune raison, puis même du point de vue épidémiologique aussi, il n'y a pas de raison de ne pas faire ça. Ben, je veux dire, les États-Unis ont été les premiers à dire « vous étiez source d'eux et donc on va vous bloquer ». Et voilà. En même temps, on s'entend, en général, les Chinois ont une vision à très long terme. Est-ce que ça sert leurs intérêts à long terme? On ne sait pas. Ça dépend c'est quoi leur stratégie. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que la réaction du marché puis la reprise va probablement être différente là-bas d'ailleurs. Oui. Là, il y a... Et là, avant d'aller plus loin, on va parler de l'Europe. OK? Oui. L'Europe, en ce moment, on est dans des visions à long terme. Oui. On commence à planifier là, un 40% de volume pour l'automne, puis peut-être 60-80% en 2021. Ça semble être ce qui se dessine. On regarde parce que en Europe, c'est dur de faire des mises à pied, c'est très compliqué, c'est très dispendieux. Et on regarde les programmes de mise à pied chez Lufthansa, chez Air France KLM. On s'enligne pour un 80% de volume, pour s'ajuster à 80% de volume dans le moyen et long terme. Oui, parce que pour l'instant, ça économise rien. Fait qu'il y a une raison pour laquelle ils font ça. C'est exactement. parce que ça va être long. Oh, ça coûte plus cher de le faire maintenant. À court terme, là, tu ne sauveras pas un sou dans les 6 prochains mois en mettant du monde à la porte. Puis là, on dit ça en parlant de la stratégie des compagnies, mais ce qu'on remarque, c'est que les stratégies gouvernementales de support à l'industrie sont organisées de la même façon. Oui, les États ont pris plus facilement... Quoi qu'aux États-Unis, ça s'est fait. Bon, les États ont pris de participation au capital action. Oui, bien en fait, les solutions à court terme dans les deux marchés sont sensiblement les mêmes. Ben, c'est dans le long terme. Par exemple, on a garanti à Air France KLM du financement pour l'acquisition d'avions neufs. Donc, indirectement, on était content ici parce qu'on ça aide à la 220 et mais on finance de la R&D, des choses qui sont complètement en dehors du spectre des Américains. Là. Absolument. On soutient et les compagnies aériennes et les fabricants. On soutient les initiatives nouvelles. Ce qui se dessine en Europe en ce moment. OK? Les compagnies arabelles, les low cost, les LCC, ULC, eux autres veulent se dépêcher d'aller prendre les places laissées par les grandes compagnies aériennes. Parce qu'on l'a déjà dit, les compagnies arabes, ça leur prend du volume pour remplir les avions à bas prix. Alors, avec des flottes uniques. Avec des flottes. Alors, ils vont vouloir aller partout où les compagnies aériennes, les grosses, veulent pas aller. Mais si ça s'adonne que ta flotte unique est sur un appareil qui va être extrêmement utile sur des petits volumes, comme par exemple Air Baltic avec ses A220... Ben là, tu m'ouvres une porte, je pense. En tout cas. Ben, Air Baltic a annoncé qu'elle allait prendre de l'expansion en 2021. Donc, rajouter 21% plus de routes par rapport à ce qu'elle a maintenant. Donc, puis non seulement ils rajoutent des routes, mais sur certaines routes, bonnes routes, qu'ils constatent en ce moment, qui commencent à bien fonctionner, ils vont rajouter de la fréquence aussi. Donc, ils ont 22 à 220 maintenant. Donc, ils ont fait... Au début de la COVID, ils ont rapidement pris la décision de on passe à la 220 uniquement. Les derniers 737, on les enlève. On enlève les Dash 8. C'est tout. Ils ont demandé des créneaux de livraison qui ne leur appartenaient pas au départ. Donc, ils ont essayé de récupérer des créneaux de livraison de gens qui voulaient les retarder ou qui n'étaient pas encore assignés. Hey, tu imagines-tu Airbus? D'abord, on s'entend-tu que le président d'Air Baltic, Martin Gass, c'était un fan fini de la 220? Ben, on le comprend. Ouais, OK, oui. Scientifiquement, il a raison. Oui, c'est ça. C'est pas juste un coup de cœur, là. C'est une machine. Puis là, t'as ce gars-là qui dit, ben moi, l'année prochaine, j'en veux plus. T'as-tu des slots de disponibles chez Airbus? On peut s'organiser. Les discussions doivent être agréables. Musique à l'oreille du CEO. Oui, ça doit être très agréable, la discussion entre les... Mais bon, ce que ça prouve, c'est que c'est des enjeux de marché qui font que quand tu as la bonne structure organisationnelle, tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu, même t'en sortir grandi. Mais il y a le fait aussi que c'est une plus petite compagnie aérienne, donc c'est plus facile quand tu es petit de vouloir grossir que quand tu es gros de rapetisser aussi. Surtout en Europe. Surtout en Europe. On l'a mentionné. Donc, ils sont dans une... Les leaders, les gens, les visionnaires dans les situations de crise, ils voient toujours les occasions d'affaires. Ils disent, c'est là, je m'en vais. Oui, absolument. Si tu trompé, on le sait pas. Mais il prend un pari, je pense que c'est le bon, et ça veut dire qu'il va aller combler des vides, des endroits où il n'y a personne d'autre. Et une fois que tu es installé, si tu réussis à fidéliser ta clientèle, donc il n'en a pas parlé,
Mais nous, ce qu'on pense, c'est que s'il n'y a pas de corrélation entre la qualité du service et la couverture des routes, il va les reperdre aussitôt que les gros transporteurs vont revenir. Oui. Donc, il faut qu'il travaille aussi son service à la clientèle et d'autres choses comme ça, que je ne connais pas d'ailleurs chez Air Baltic. Mais ils se vendent d'être la compagnie aérienne la plus à l'heure au monde. Ah, tu vois déjà. Déjà, c'est un point. En Europe, ça permet d'économiser des gros sous parce que quand tu es souvent en retard, qu'est-ce qui arrive? Oui, tu payes des extras pour tes portes d'embarquement et tout ça. En tout cas, regarde, puis il faut que tu fasses des les frais aux passagers, tout, oui, absolument. Donc, il y a une opportunité là. Air Baltic a deux façons. Tu peux avoir le service extra ou tu peux avoir le prix pas cher. Il y a 2 cabines A, tu sais. Ouais, fait que c'est l'espèce de premium economy, là. Ouais, exactement. Ils ont les deux. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de se démarquer? Mais s'ils réussissent à s'installer, à prendre le marché quand t'es le premier, après ça, c'est tosse-moi de là si t'es capable. Puis ça se place avec tout le monde. T'sais. Ils vont avoir du service prioritaire chez Airbus, ils vont avoir, à un moment donné... c'est ça, puis... Alors, mais Suisse aussi est bien positionné pour tirer profit de ces A220 s'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent. Suisse prévoit être à 40% de ses opérations de passagers à l'automne. Fait qu'ils sont pas agressifs au niveau de la croissance. Ouais, 100% des 320 vont voler chez Suisse à l'automne. Ouais. Puis on va arrêter de faire du cargo avec, peut-être. J'ai dit 100% des 320 des A220, pardon. Oui. Excusez-moi. J'entends Greg qui crie. J'entends Greg. Excuse-moi, Greg. OK. Donc, ça, c'est l'Europe. Parlons rapidement, si tu veux, des marchés qui sont complètement effondrés actuellement et donc qui n'auront pas beaucoup d'impact sur la situation des prochains mois. Bon, on a l'Afrique qui s'est relativement par terre. L'Afrique, l'impact de l'Afrique, ça va être sur le Dash 8 parce que c'est le marché privilégié du Dash 8. Oui. Bien sûr, on ne parle pas des quelques ultra gros transporteurs internationaux qu'il y a là, dont Ethiopian et Royal Air Maroc et des choses comme ça. Oui, mais quoi qu'encore là, Royal, c'est en français. Oui, mais Royal Air Maroc est en difficulté aussi. Oui, absolument, mais tu sais, je veux dire, potentiellement, eux peuvent faire plus de cargo. Et d'ailleurs, là, je te préviens, je vais vouloir que tu me sortes. J'ai la liste des compagnies aériennes qui sont placées sur la protection des lois faillites. J'ai oublié de l'amener avec moi dans mon Alors, si tu es capable de me faire la lecture de ça... non, je l'ai pas moi non plus. Tu l'as pas toi non plus? Non. Bon. Enfin bref, mais plusieurs. Le marché où il y a toute proportion gardée, il y a le plus de faillites, c'est l'Amérique latine. OK? Donc, tout ce qui est au sud de la frontière américaine. Aéromexico s'est placé sur la loi de protection de la loi des faillites. LATAM s'est placé sur la loi de la faillite. Azul est sur la protection de la loi des faillites. Gull, l'autre compagnie brésilienne, y va. Avianca est sur la protection de la loi des faillites. Le marché latino-américain est en train... Lui, là, je n'attends plus rien de ça, moi. Mais entendons-nous. Moi, ce que j'entends quand j'entends qu'on s'est placé à l'abri de ses créanciers, c'est qu'on veut potentiellement se libérer de certaines obligations. Pas nécessairement ne pas s'en sortir, mais être capable d'invoquer ça pour lâcher des commandes d'appareils, par exemple. Ouais, ou rayer des crédits, des dettes accumulées, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Ou les refinancer. Bon, c'est vrai en temps normal, Claudia. Ouais. Mais là, même si il y a tellement de gens en difficulté financière que le nombre de causes augmente. Ouais. Il faut que tu passes devant les tribunaux. Même ça, c'est rendu compliqué. Même ça, c'est rendu compliqué. Puis c'est qu'à un moment donné, comme fournisseur, si tu es obligé de fournir à un client qui ne te paye pas, c'est toi aussi que ça met en faillite. Absolument. Oui, ça va avoir des effets dominos. Dominos dans toute l'industrie, mais... Je n'attends plus rien de l'Amérique latine. Sérieusement, là, je ne sais pas dans quel état ça va aller. D'autant plus que la pandémie commence. Et à cause de certains joueurs récalcitrants, peut-être très mal gérés. Puis mal géré, j'entends du point de vue du nombre de cas puis du nombre de décès, puis combien ça dépasse les capacités des systèmes sanitaires. Là. Ça a pas un philosophique. Impact. Non, ça a un impact sur l'économie, sur la demande, ça a un impact sur tout. Donc, regarde, l'Amérique latine en ce moment, là, ça, là, c'est. Est-ce que ça va revenir, mais j'ai pas d'attente parce que ça peut aller, ça peut tomber tellement creux là, qu'on le sait pas. L'Afrique, on en a déjà parlé. Un peu le même principe, c'est-à-dire un petit marché avec des grosses particularités technologiques. Donc, on parle de transport régional, puis après ça, de très, très gros internationaux, mais très peu. La seule chose, curieusement, c'est un des continents qui gère le mieux l'épidémie, parce qu'on a de l'expérience en Afrique.
Donc, au niveau économique, les conséquences sont moins importantes. Ça va être pour eux, après ça, de voir comment est-ce qu'ils vont être capables de rétablir les contacts internationaux et tout ça. Ouais. Ça demeure la grande inconnue. Oui. Ben, tu sais, il reste que ça dépend un peu de est-ce que les autres le gèrent bien pour qu'on soit capable de ne pas importer des cas. Exactement, oui. Puis là, ben, dépendamment de d'où les passagers viennent, on le sait présentement, là. Oui. Il y a des destinations ou des origines qui pourraient avoir l'air sécuritaires en théorie, les États-Unis, et qui présentement posent un risque extrême pour des économies qui sont un peu moins sophistiquées. Là. Oui. What about Canada? Ben, écoute. Tu m'excuseras l'anglicisme, mais j'ai pas pu résister. Ouais, ben, le marché canadien, à court terme, c'est pas. Regarde, comment je dirais ça donc? On peut pas survivre en autarcie. OK? Le marché canadien, là, oublie ça. Ouais. La stratégie de croissance d'Air Canada depuis plus de 5 ans, depuis près de 7 ans maintenant, depuis que Calin Rovinescu est revenu à la tête d'Air Canada, donc on parle depuis 2012-2013, c'est les passagers américains qui transitent par le Canada pour aller en Europe. C'est ça qui a nourri la croissance, qui a été le pain et le beurre d'Air Canada depuis 2013. Là, tout ça est parti parce qu'en ce moment, tu peux pas faire ce trafic-là, de passer par le canal, chercher les gens aux États-Unis. Donc ça, c'était un gros problème pour Air Canada. WestJet s'était beaucoup développé sur les vols intérieurs. Du transfrontalier aussi, où Calgary, entre autres, à partir de Calgary, il y avait beaucoup de vols vers les États-Unis, puis il y avait beaucoup de tourisme qui rentrait à Calgary via les États-Unis. OK? Tout ça est mort aussi. Puis évidemment, WestJet, ben, ils ont reçu 3 Boeing 787 l'an passé, 3 de plus cette année. Regarde, c'est rough. La chose, c'est qu'ils sont maintenant, c'est Onex qui est propriétaire de WestJet. Donc, on n'a plus le détail, on n'a plus accès aux détails des chiffres de WestJet. Onex a quand même les poches profondes, ils ont les moyens de soutenir WestJet s'ils le veulent. La question, c'est combien de temps ils vont vouloir la soutenir. Mais il faut que les perspectives soient très bonnes. Si c'est comme, on va revenir où est-ce qu'on était dans 3 ans, c'est mieux de divestir puis de réinvestir ailleurs dans 3 ans. T'sais. Ça se pourrait que ce soit ça leur idée. Là. On le souhaite pas. C'est des financiers. Ces gens-là, ils ont investi pour faire de l'argent. Ça ne fait pas d'argent. Et les financiers, les grosses firmes comme ça, sont capables de dire, bon, ben regarde, on va prendre une perte sur ce placement-là puis on passe à autre chose. Hein? Ah, c'est déductible d'impôt. Ouais. Enfin, OK. Puis il y a eu une initiative aussi au Canada cette semaine. On a eu Nolinor qui a annoncé au WG. Et je veux faire le lien avec l'annonce d'Air Baltique. Ouais. Vous remarquerez que ce sont des PME en ce moment qui semblent vouloir lancer de nouvelles idées, prendre de l'expansion, se placer. Ouais. Regardez l'histoire des 50 dernières années d'à peu près toutes les industries. Ouais. D'où vient l'innovation, les changements, la rupture, les changements de rupture. C'est des PME. Regardez ça. Les grandes compagnies aériennes, Air Canada, WestJet, American Airlines, United, tout ça, toutes ces grandes compagnies-là, c'est des Titanic. Des Titanic en 2020, c'est-à-dire qu'ils ont un radar. Oui. T'as beau voir venir l'iceberg, il n'est pas dit que tu vas pouvoir l'éviter. Ben, c'est-à-dire qu'ils voient venir l'iceberg longtemps en avance, ils sont capables de décider on va à bâbord et à tribord. Le seul problème, c'est qu'une fois que tu as pris ta décision, quand tu te rends compte que tu t'es trompé, si tu t'es trompé, il est trop tard, tu vas rentrer dedans, ça va faire mal. Donc, oui, les grandes compagnies ont suffisamment d'informations pour être capables de prendre des décisions pour bien s'ajuster, mais trompez-vous pas, les petits gars. Oui, mais ça, en même temps, tu dis d'avoir de la bonne information. Autant qu'elle existe, là, personne ne veut venir la COVID. Ça se pourrait qu'il arrive quelque chose dans les prochains mois que personne ne veut venir encore. Ouais, ben c'est ça. Puis si on avance dans le prochain sujet, on va dans les fabricants d'avions, Airbus, Boeing. Allons-y avec les impacts sur les organisations plutôt que géographiquement et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les producteurs? Bon. Alors, j'ai un autre petit tableau qui date du 20 juin dernier, fait par Cirium, encore une fois. Et là, on regarde les annulations de commandes. OK? Et à ce moment-là, tu avais à peu près 275 annulations de commandes de max. Et sur la 320, tu en avais peut-être une trentaine maximum. OK? Ça date du 20 juin. OK?
Aujourd'hui, on enregistre, c'est le 7 juillet. On est rendu à 500 pour le Max. Ce qu'il y a d'hallucinant dans l'annulation de commandes, c'est que le ratio sur le Max versus A320, c'est 9 pour 1. Donc, il y a deux possibilités. Vas-y, je t'écoute. Soit tous ceux qui ont commandé des Max sont en train de faire faillite. Qui est quand même bizarre. Ce qui serait bizarre. Soit, si on se retrouve en difficulté, le premier réflexe qu'on a, ou même si on est sur le bord d'une difficulté possible, on utilise ce prétexte-là pour annuler ses commandes de Max. On utilise ce prétexte-là. J'aime bien ça. Je vais souligner encore une fois le petit tableau. On remarquera la plupart des grosses commandes, les grosses annulations. On a Avalon, qui était à 72, 74, maintenant qui vient d'en rajouter 27, elle a dépassé 100. Avalon, c'est une compagnie de crédit bail. Oui. GCash, une compagnie de crédit bail. Là, après ça... les gros acheteurs classiques. Après ça, on tombe dans les gros opérateurs. Et voilà. Alors, tu as GDB Aviation, Boc Aviation. Fait que tous les grosses compagnies, la majorité des annulations de commandes de Max viennent des compagnies de location. Une compagnie de crédit bail, là, lui, là, modèle transporteur à rabais, transporteur additionnel, la qualité du service à bord, nanana. Le business, eux autres, c'est on achète un avion, puis on le reloue à profit. À partir du moment où tu n'as plus la perspective de faire des profits avec un avion, tu n'en as plus de besoin. Merci, bonsoir, il est parti. Comment ça se fait que ces compagnies-là, et ce sont elles qui annoncent les annulations, c'est pas Boeing, c'est pas Airbus quand il y a des annulations de commandes, comment ça se fait que ces compagnies-là annulent à 9 contre 1 des commandes de Max? Je vous pose Parce qu'ils ont des commandes d'Airbus aussi dans leur livre. Là. Ben oui, ils ont toutes des commandes d'Airbus dans leur livre. Écoute, le feeling, c'est que même si l'avion revient en vol, soit ça va être très, très long, soit l'avion va arriver avec des capacités qui seront pas intéressantes sur le marché au moment où ils vont arriver. Tu sais, peut-être que chez Airbus, c'est plus facile de changer une commande de 320 en 220 à l'interne, puis de dire, écoute, je veux pas complètement annuler ma commande, on peut-tu regarder pour d'autres modèles, ce sera plus nécessaire. Peut-être. Mais, chose sûre, on ne croit plus à la capacité de vendre ces sièges-là pour peu importe la raison, là. Oui. Donc, soit parce que c'est impossible à marketer, parce que plus personne ne veut embarquer sur le 737 MAX, soit parce que la classe affaires qui allait les rentabiliser va s'être acheté des jets privés puis elle n'existera plus. Mais ce problème-là, ça aurait été le cas sur un Airbus aussi, là. Oui, parce qu'on s'entend, on a oublié d'en parler tantôt. Ce qui voyage aujourd'hui, c'est les VFR. Le fameux 30%, là, c'est ce... Les espèces de voyages essentiels, là, finalement. Exactement. Tu sais, ton père est mourant à l'autre bout du pays. Tu as de la famille qui a des proches qui ont un cancer, tu veux aller les voir. Il y a ce genre de visite-là, puis les gens que ça fait 2 ans que tu n'as pas vu, que tu veux voir, que tu as retardé de voir ce printemps, mais tu vas aller les voir cet été. Et là, on va revenir aux fabricants puis tout ça. J'ai le prochain tableau que moi je regarde. C'en est un qui vient du site Leham News. Okay? Il était donc dans la section publique. C'est le taux de location des avions okay, dans la pandémie. Et là, on constate que de façon générale, les avions se louent 30, dans le monocouloir, là, on a eu des grosses baisses. On parle de 30-35% du prix de location sur les avions. Attends. Présentement, ça se loue 30% moins cher. Moins cher, OK, c'est beau. Qu'au début de l'année. Donc, pas 70% moins cher. C'était ça que je n'étais pas sûre de comprendre. Ah, j'avais dit 70%? Non, c'était 30% du prix de location. Ah, non. On a une baisse de 30%. La baisse est de 30%. C'est quand même énorme. Il n'y a pas, dans ce tableau-là, de max. Mais parce que personne n'en loue. Exactement. Il n'y a pas de transaction. L'avion ne vole pas. Tu sais, si tu as 5 ou 6 transactions plus ou moins officielles, tu sais, il y a eu des sell and leaseback, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies américaines qui ont vendu leur max à une compagnie de location ou à une banque, puis ils ont loué après. Là. Mais... Il ne devait pas y avoir de clause qui les obligeait à louer les max tout de suite. Probablement. Puis c'est comme ils les ont inclus, mais d'après moi, ils n'auraient pas été capables d'obtenir de quoi juste sur les max. Tu sais. OK. Fait que ça a un impact énorme parce que le fait que les avions usagés en ce moment se louent pas cher,
Oui. Ça fait d'évaluer les avions neufs. Oui, absolument. Ça a un impact sur le prix des avions neufs, c'est lié. Mais c'est sûr que quand, au début de l'année, on était dans un phénomène où il manquait des avions sur le marché de location pour remplacer les MAX, on vient d'inverser la tendance complètement. Ouais. Ce monde-là n'existe plus. Et n'existera plus pour les 2 prochaines années au moins. Ouais. Revenons 2 petites secondes aux producteurs. Là. Moi, le fait qu'on ait des difficultés dans le marché de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, ça me dit que les producteurs de turboprop uniquement sont un petit peu peut-être plus à risque. Ben, c'est ça, pas plus à risque que Boeing. Ouais, mais il y a tellement d'autres problèmes en Europe qu'en Amérique. Tout le monde est affecté. Écoute, ouais. Regarde, on va y aller rapidement par constructeur. Airbus, réduction des cadences de production du 320 de 60 à 40 par mois. OK? L'A350 est passé de 10 à 6 par mois. L'A330, il est passé de 3,5 à 2 par mois, puis d'après moi, il va être encore réduit. Entre 30 et 40 de baisse des cadences de production. Oui, c'est ça. 15 000 mises à pied d'annoncés. On est en Europe, ça va être long, ça va être beaucoup de... Des vraies mises à pied. Ouais. C'est pas des congés sans solde. C'est pas des congés sans solde. Puis environ 250 personnes ont touché à Mirabel sur les mises à pied. Là. C'est réglé. Mirabel, on s'attend à ce que ça reste 4 avions par mois, comme ça l'était avant la pandémie, là, ou à peu près. C'est-à-dire 4 Delta pandémie, parce que les mesures de distanciation sociale font qu'avec le même nombre de monde, tu produis moins. Ouais. OK, c'est pour ça que je mets 4 Delta pandémie. Ouais, on se comprend. OK. Boeing, puis l'A380, c'était déjà décidé. Ouais, ça a accéléré. Ça a accéléré. L'avenir de cet avion-là est absolument catastrophique. Oui, ben dans le fond, toutes les compagnies qui en opéraient les ont remisées à moyen terme actuellement. Oui, c'est ça. Alors, même dans les 2 prochaines années, on va en voir très peu des 380. J'ai le tableau des commandes et annulations chez Boeing depuis au 31 mai. J'ai pas celui du mois de juin encore. Au moment où on enregistre, il n'était pas disponible. Mais la cadence du max est à 3, 4, 5 par mois. C'est histoire de maintenir la ligne. Beaucoup d'incertitudes sur le 777X qui est en développement. Donc, est-ce qu'ils vont maintenir les commandes? Le 747 est passé à la trappe. Dans 2 ans, il arrête de produire. La cadence du 787, qui est maintenant la nouvelle vache à lait de Boeing, est passée de 14 par mois à 12, puis à 10 vers la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, puis le 8 par mois est envisagé, OK? Ouais. Ça, c'est une grosse baisse. Et puis, si vous voulez plus de détails sur la production du MAX puis mes perspectives, vous allez voir les ailes du Québec. Tu vas en parler. Que j'en parle très bien. 737 MAX, voyons, comment je dirais ça? Ne cassons pas de sucre sur la carlingue, mais disons donc, que... tu sais, puis aujourd'hui, là, on a encore des données qui nous pointent que c'est pas sorti, ils sont pas sortis du bois avec le MAX, même s'ils le recertifient cet automne. D'accord? Absolument. OK. Là, parce que j'y vais en ordre alphabétique, puis ça tombe bien, tu as les 2 plus gros, Airbus, Boeing, après ça, tu arrives au 3e. Comac. Et voilà. Comac. Excusez. Ouais. T'es une petite comique, toi. Comac. ARJ 21. OK, il y a 21 commandes fermes d'accumuler jusqu'à maintenant, dont 5 par la compagnie de location de GECAS, qui est la filiale de Crédit Bail de GE. On s'entend que c'est parce que l'ARJ 21 a les moteurs CF34 de GE qui en ont acheté. Mais le gros avantage de ce programme-là, comme tout le reste, c'est qu'ils sont rendus presque à 30 livraisons maintenant. Puis ils ont une cadence qui est lente. Alors, quand tu as une cadence qui est lente et que la demande baisse, tu fais juste garder ta cadence lente, puis tes clients sont capables de la prendre. Comprends-tu? Contrairement à Airbus, par exemple, qui doit réduire de 60 à 40 par mois. Parce que on s'entend, là, il y a 4 mois, on disait, bon Dieu, comment ils vont faire pour augmenter leur production assez pour fournir. Puis c'était le gros casse-tête de Boeing aujourd'hui. C'est comment on va faire pour maintenir notre monde, puis tout ça. L'autre grosse chose chez Comac. J'ai failli dire Comac. C'est pareil, hein? Pardon. C'est de ta faute. Oui. Coupable. C919, 300 commandes fermes, toujours pas certifiées. En ce moment, on parle de fin 2021 pour les premières livraisons aux clients. C'est Comac, c'est la Chine, tant que c'est pas livré. OK? Mais
Quand on regarde ça, s'ils réussissent à certifier le C919 d'ici la fin de 2023, ils vont arriver au bon moment parce que là, toute la pandémie, tous les problèmes vont être derrière. Donc, le C919 ne sera pas affecté par la COVID-19 pour la bonne et simple raison que tu n'en livres pas en ce moment. L'avion semble d'une bien meilleure qualité, avoir de bien meilleures performances que la RJ-21. Elle a un potentiel commercial, à tout le moins, je te dirais, en Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Géopolitique. Ah, ça, OK. Je pensais que tu me parlais des particularités du marché. Non, c'est sûr. Ils sont déjà tellement bien implantés là-bas. Ils ont financé la moitié des infrastructures aéroportuaires. Et, tu sais, fait que, oui, le match est parfait. Ouais, tu veux qu'on continue à t'aider? Signe ici. C'est clair. Puis, la façon qu'ils ont financé ces infrastructures-là, c'est un peu comme moi, ben, si t'es pas capable de le payer d'ici 30 ans, c'est à moi, tu sais. Yeah. Fait que mettons que c'est un modèle-là, qui est un peu un modèle de vente à tempérament, ce serait pas surprenant que ça s'applique à des appareils. Déjà, on le fait chez Tanguy, là. Ouais. Fait que pourquoi pas, tu sais. OK. Après, le C, c'est la 4e lettre de l'alphabet, D comme dans The Avalon Canada. Yup. Dash 8. Oui. Écoute, 1100 appareils en service avant la pandémie, ça fournissait un revenu intéressant, tu sais, dans le service. De pièces et de... Ouais. Oublie ça. Le fameux aftermarket. Oublie ça. Hein, c'est dans la poubelle. Ça, oui, absolument. Bon. Quel mauvais timing pour un rachat. Oui. Dans 20 ans d'ici, les gens vont dire que Bellemare, c'était un petit vite parce qu'il avait vendu le CRJ puis le Dash 8 au bon moment. Aujourd'hui, on ne le conçoit plus, là, mais ça, c'est pas grave. Non, mais pour de vrai, tu sais, on parle souvent de comment les affaires, ça repose sur des chances et des malchances que, tu sais, dans ce cas-là, Locke a tout cassé. Là. Oui, parce qu'on s'entend, si Bombardier serait encore à 9 milliards de dettes dans la situation d'aujourd'hui avec le Dash 8 puis le CRJ de ses bras, tout le monde dirait, bon, ben quand est-ce qu'on met la clé dans la porte? Hein? Ah, c'est clair, là, puis les vautours seraient déjà en train de tourner, là. Fait que... en fait, il l'aurait eu vraiment pas cher s'il avait attendu. Le carnet de commandes de The Avalon, maintenant aussi, ça, c'est privé parce que c'est donc compagnie privée, oui. Compagnie privée, donc on n'a pas accès aux informations. Ouais. On sait qu'ils viennent d'en livrer un en Ouganda dernièrement, en Afrique. Greg avait souligné... Angola. Merci. Angola. Merci, Ouganda, Angola. Il va falloir que je refasse ta géographie. Ouais, ma géographie. Alors, c'est ça. Alors donc, puis Greg l'avait souligné d'ailleurs quand on en a parlé au dernier épisode régulier de l'Aéropod. Que c'est pas parce que tu commences des livraisons que tu les finis. Que tu finis. Il y aurait une commande de 6. Ouais. C'est un gros point d'interrogation sur The Avalon. C'est pas la qualité du produit qui est en cause, c'est vraiment la situation économique des clients traditionnels, du marché traditionnel, qui est un problème. Ouais. Hey, écoute, on est sauté par-dessus un A, par exemple. Là. Qui ça? ATR? ATR, mais t'as raison, j'ai pas parlé d'ATR. Rien de particulier. Ben, écoute, Thomas, on en a parlé un petit peu, marché d'Amérique. Ouais. L'Europe aussi, regarde, ils vendent beaucoup en Europe, en Asie. En théorie, leur aftermarket va redécoller assez rapidement. Oui. Parce que c'est des flottes qui sont adaptatives, on va dire. Flexibles. Ouais. T'as raison, j'ai complètement oublié ATR dans mes... OK. Je pensais pas que tu l'avais pas. Non, j'ai complètement... Ben, écoute, il y a des Français à l'écoute, des gens de Toulouse. Mea culpa. C'est mon point de vue nord-américain, mon égocentrisme coupable. D'accord. Mais oui, regarde, mais je les mets dans la même situation que... Ça ressemble à... Ouais, c'est ça. Regarde, c'est des marchés difficiles, ça va être transport régional, là, regarde. Ouais. D'un côté ça, de l'autre, on l'a dit, puis on le pense encore, c'est probablement les marchés qui vont redécoller en premier. On pense. Ouais. Après ça, on est rendu à la 5e lettre de l'alphabet. Embraer. Non, mais c'est merveilleux, ça se suit. C'est une beauté. C'est Embraer. Fait que comment ça va au Brésil? Ah, ça va super bien. La pandémie, ça, sous contrôle là aussi. Oui. Ouais. Si vous n'entendez pas le sarcasme dans la voix d'André, je le souligne à gros traits. Oui, c'est ça. Embraer a un total de 318 avions dans son carnet de commandes. Là-dessus, tu en as 163, c'est des E175, avions de transport régional, principalement presque tous vendus aux États-Unis. Voulez-vous que j'élabore plus? On en a parlé un petit peu tantôt. Ouais, non.
OK. On était supposé avoir la force de frappe de Boeing pour soutenir ces ventes-là, mais bon. OK. Exactement. Au niveau de l'E2, donc qui est le futur de... Le Profit Hunter? Non. Comment? Le King of the Sky. Oui, le Profit Hunter puis le King of the Sky aussi. Les deux, comme on pouvait pas choisir un de ces superlatifs-là, tu sais. 151 commandes fermes. Il y en avait... Mm-hmm. Il y en avait, mon Dieu, Azul 51 qui a reporté au-delà de 2025. Aussi bien dire annulé. Annulé. Regarde, Embraer, est-ce qu'Embraer va durer plus longtemps que The Avalon? Moi, et KTR. C'est la question que je me pose. Écoute, présentement, là, ils ont un problème avec leur ligne de produits. Là. Il n'y a absolument rien qui est une tête de catégorie. C'est pas vrai. Le 175, c'est la tête de catégorie. Il est à peu près tout seul sur le marché en ce moment. Oui, OK. Fine, c'est vrai. Je l'avais évité. Évité. Ouais. Bon. Mais on s'entend qu'en ce moment... Ils peuvent vivre là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vivre là-dessus? Ils ont vendu à rabais. Pour enracher les commandes à Bombardier, ils vendaient à rabais. La marge bénéficiaire n'est pas très élevée sur ces avions-là. La production est ultra difficile là-bas présentement. C'est difficile, tu dis, ça va le devenir de plus en plus. Là. Eux, les effets au niveau de la main-d'œuvre de la pandémie, ils vont le sentir. Oui, ils absolument. vont perdre des employés de qualité. Là. Oui. Puis, oublie jamais une chose, c'est qu'en ce moment, c'est les gens les plus âgés qui sont les plus touchés. Donc, tes employés qui ont plus d'expérience, tes dirigeants, parce qu'on s'entend quand tu commences habituellement à 20 ans. C'est rare que tu aies des managers de 20 ans. Là. Ouais, sauf quand ton père était milliardaire, mais ça, c'est comme... Passons. OK, on a... Mais, regarde, on se comprend? Oui. Donc, habituellement, les vice-présidents, les hauts dirigeants, les gens d'expérience qui sont capables aussi, là, c'est de la clientèle à risque. Là. Tu le vois très bien en ce moment, la situation d'Embraer, c'est critique. Moi, la question, c'est ça. Parce que la ligne de produit est fragile, la ligne de production est fragile, le support doit être fragile, jamais je croirais. Fait que du point de vue d'un client, c'est pas super intéressant d'aller avec un avion comme ça, puisque t'es pas sûr d'avoir de l'aide de ton producteur, de ton manufacturier après. Tout compris, là, pas terrible, les perspectives. Pas fort. Et là, tu disais combien de temps ils vont durer. Penses-tu vraiment qu'ATR et The Havilland ont une chance de se planter pour toujours dans cette situation-là d'ici les 2 prochaines années, non? ATR... ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait à cause de la logique européenne puis de l'interventionnisme. The Havilland, c'est en Ontario. OK? Ça a une chance d'être aidé. OK. J'en prends bien note, M. Soleil. Écoute... Penses-tu que ça serait accepté socialement? En Ontario, ose me dire que le Globe and Mail va s'en prendre à Longview Capital. Peut-être National Post à la limite. Bon. Mais on se comprend. Okay. On se comprend. Mais Embraer, le problème d'Embraer, c'est pas le gouvernement. C'est Embraer. Mais c'est la situation. Le problème d'Embraer, c'est Embraer. Ouais, OK. Non, mais on se comprend. Oui. Ils sont tombés à la confluence des pires facteurs possibles. Parce que là, le gouvernement brésilien, il n'y a pas juste Embraer à soutenir. Il y a Azul, il y a Gol, il y a Latam, puis Avianca aussi en Amérique du Sud. Là, ça tombe de tout bord, de tout côté. Là. Ça va coûter cher. Ça va coûter... Moi, ma question, dans le fond, c'est pas tellement Embraer, c'est la capacité de l'État brésilien à supporter Embraer puis l'aviation. Je veux dire, il reste que eux, puis là, on parle de problèmes plus systémiques, mais si ton système de santé, les coûts explosent, ça t'en laisse moins dans tes coffres pour faire d'autres choses. C'est bien de valeur, mais parti comme c'est là, ils n'auront pas grand fonds disponible pour quoi que ce soit d'autre que la santé. Oui. Tu sais, c'est une tragédie humaine, là. Absolument. C'est sanitaire. Absolument. Au Brésil en ce moment. Puis ça va mettre le reste de l'économie à terre, ce qui risque d'affecter les revenus Absolument. potentiels de l'État. Disons, ils sont vraiment en mauvaise position actuellement là-bas. Là. Alors, c'est ça. Alors, dans le fond, mon questionnement, c'est pas tellement Embraer comme la capacité de l'État brésilien à supporter Embraer. Mais, ceci étant dit, est-ce qu'on risque de voir Airbus seul sur certains marchés, seul, complètement? Pas de manière figurée, comme on le disait depuis le début. C'est comme s'ils sont seuls. Embraer est tellement pas bon. Là, dans le fond, là, est-ce qu'il pourrait disparaître? Regarde, tout est possible.
On est en 2020, on est en pleine pandémie. Mm-hmm. Le mot impossible ne fait plus partie de mon vocabulaire. On l'a dit souvent, mais je pense que je vais faire un T-shirt. Oui, impossible n'existe pas. OK, c'est bon. Tous les scénarios peuvent se produire. Et Ouais. évidemment, tout ça Mm-hmm. a un impact dans la chaîne d'approvisionnement. Absolument. Rolls-Royce, GE Aviation, on parle de coupure de l'ordre de 25% d'employés, 25-30%. Mm-hmm. Il y a UTC, si ma mémoire est bonne, qui vient d'annoncer, tu m'avais parlé de UTC, United Airlines, OK, qui vient d'annoncer effectivement 15 000... 36 000 mises à pied. Ouais, mais c'est pas des mises à pied. C'est des mises à pied temporaires. Temporaires, Ouais. Merci. Mm-hmm. Ça s'en vient, ça commence. On n'a fait que commencer. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime mieux parler de... Tu sais, quand je parle de Octobre Noir, là, Oui. c'est là où vraiment, à un moment donné, quand des programmes... Justement, ce qui risque d'arriver, c'est que les programmes vont venir à échéance en même temps que la deuxième vague devrait frapper. Si tant est qu'il y a une deuxième vague, parce que ça a l'air parti pour juste être un déferlement depuis le printemps dans certains marchés comme les États-Unis, puis de rien changer. Ouais, donc, tu sais, c'est ça. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Perspective d'avenir, ben là, écoutez, on peut oublier la fameuse recouvrement en V, en U, là. Mettez-moi ça dans la poubelle, là, s'il vous plaît. Arrêtez de me parler de ça, là. C'est pas ça qui va arriver. C'est pas ça qui va arriver. On reprend où on était il y a 2 ans, et Okay. encore. Et encore. En ce moment, le marché, il n'y a plus de clientèle à faire, ou à peu près plus. OK? On n'en a pas parlé, mais on s'entend que pour les avionneurs qui ont le bonheur de produire des avions d'affaires, ils risquent aussi d'être les premiers à ressentir le rebond. Oui, mais à condition qu'il y ait rebond. Absolument. Okay? Parce que j'ai pas parlé de Bombardier aujourd'hui, on n'est pas dans l'aviation, on était dans l'aviation commerciale. Si on parle de Bombardier, moi, tant que j'ai pas vu une vraie reprise économique s'amorcer, je peux pas me prononcer sur l'avenir de Bombardier parce que je le sais pas. Absolument. Oh, oui, c'est plus dépendant que puis juste... Il y a d'autres facteurs aussi, c'est que là, t'as Embraer. Si Embraer tombe sur le derrière, le compétiteur du Challenger 350 vient de tomber. Si Gulfstream aux États-Unis, c'est l'autre gros compétiteur de Bombardier. Il va arriver quoi à Gulfstream dans la prochaine année aux États-Unis? Parce que je vais t'avouer que économiquement et politiquement, en ce moment, les États-Unis, c'est une boîte à surprise. Ouais. Tous les jours, tu sais pas ce qu'on va te sortir. Donc, ils vont être où l'année prochaine? Je le sais pas. Imagine un instant qu'Embraer et Gulfstream tombent dans la même année. Il en reste un. Oui, absolument. Il y a Dassault, bien sûr. Oui. Mais c'est plus la même dynamique, là, on s'entend? Non, absolument plus. Il reste Cessna, bien sûr, mais Cessna n'est pas dans le gros fuselage, il n'est pas là. Ouais. Cessna est dans les petits avions. Le Challenger 350 puis le Global, on s'entend. Là, tout d'un coup, tu viens d'ouvrir la porte tout grande. Oui. Non, on fait... Tu sais, nos prédictions sont aussi bonnes que les 2 prochains mois, puis c'est à peu près ça. Exact. Là, on fait de la fiction. Oui. Bon, c'est sûr qu'on est Québécois, on aime bien les entreprises d'ici, on favorise un peu plus les entreprises d'ici. Mais j'essaie... Parce que la neutralité, ça n'existe pas. J'essaie au moins de faire un peu réaliste. De faire reposer mes hypothèses sur des scénarios plausibles. Il y en a plausibles aussi. Ça se peut aussi que ça soit Bombardier qui pète aux frettes là aussi. On ne peut pas l'exclure. Absolument. La clé pour Bombardier, c'est la transaction avec Alstom. Alstom a encore dit aujourd'hui, je suis prête à laisser tous mes ateliers ferroviaires en France pour faire l'acquisition de Bombardier. Ils la veulent. Bon. Donc, fin du mois de juillet, ça va commencer à changer les perspectives après ça. Absolument. Bon. Ouais. Donc, et là, tu as toute l'industrie aérospatiale américaine, les fournisseurs traditionnels, la chaîne d'approvisionnement du MAX aussi. Absolument. Oui. Qui s'en va qui va être remise en question. Ouais. Spirit Aérosystème, moi, je ne pense pas que la transaction va se faire avec Bombardier. Oublie ça. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de revenus, pratiquement plus. Ils sont à 10 ou 20% de leurs revenus. Là. Oublie ça, là, c'est comme... En même temps, ça leur donnerait du revenu de production de 2,20. Fait que c'est un peu un moyen de... Tu sais, puis ça dépend à quel... On l'a déjà dit, 100% de la question là-dessus, c'est à quel point le gouvernement américain considère que cette acquisition-là est stratégique. Oui, et c'est là. À suivre. Donc, ça prend un gouvernement américain qui a une vision stratégique des choses. Je sens venir une vacherie et je t'arrête là, André. Oui, parce qu'on n'est pas supposé. On va demander l'avis de nos auditeurs quand ils vont écouter l'épisode. Donc, ne vous gênez surtout pas pour commenter, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu.
On en reparle, écoutez, si ça vous intéresse, on fera une partie 2, qui sait, peut-être cet automne. Ouais, mais on devrait avoir une meilleure vision rendue à l'automne. Quand Octobre Noir va être passé, là, ou qu'on va savoir à quel genre de mois d'octobre on va avoir affaire, on va commencer à avoir un petit peu le futur. Là, ouais. Les vaccins, ça va avoir avancé, les solutions vont commencer à se poindre. C'est clair qu'en ce moment, là, regarde, ça change tellement vite. Regarde, je te dis, le hier, graphique... c'est vrai, aujourd'hui, c'est plus vrai. Le graphique que j'ai pas mis à jour hier, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, j'aurais été obligé de le remettre à jour encore. Tu sais, c'est comme... J'essaie juste... Je pense j'ai rencontré à quelques reprises Marc Galardeau, qui est le vice-président en gestion de la flotte chez Air Canada. Et je me dis, ce gars-là, ça doit être l'enfer. Il fait des scénarios, des hypothèses, quels avions qu'il faut qu'il remise, combien il en garde, combien... dans 3 mois, il faut ressortir cet avion-là. Il fait tous ces scénarios. Il travaille là-dessus pendant un mois de temps. Au bout d'un mois, prends ça, on recommence, mon gars, mets ça dans la poubelle. Il doit passer son temps à refaire ses prévisions. Là-dessus, chers auditeurs, oui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. C'était Claudia Ouellette. Et André Allard. À bientôt. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.